Salut les sœurs de la danse, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Nouvelle interview, nouvelle athlète. Aujourd'hui, nous rejoint Anaïs Mongin sur les recommandations de Cyrine, dont l'interview est déjà en ligne. Anaïs a représenté la France lors du World Latin Dance Cup en catégorie bachata professionnelle et on a eu l'occasion de se rencontrer parce qu'elle est aussi maintenant compétitrice pour la FFDSBK, donc en catégorie toujours professionnelle, donc catégorie élite, en salsa bachata pro. Et en fait, j'ai réalisé en préparant l'interview que du coup, on s'est croisés, mais sur la piste, en fait, sur le podium. Anaïs est juste deuxième. Je n'avais pas catché à savoir que on n'est pas les mêmes personnes quand on est maquillée et tout. On se transforme littéralement. Merci Ah beaucoup, oui. Anaïs. Ah oui, tu es aussi professeur de bachata, donc Lady Saline et Coupe, basée sur Lyon. Alors non, moi maintenant je suis sur Chambéry. Donc, basé sur Chambéry, parfait. À savoir que, comme d'habitude, si vous souhaitez prendre des cours pour débutants ou les styling ou autres, toutes les infos de Anaïs seront en bio. Premièrement, Anaïs, vite fait, merci beaucoup du temps que tu vas nous accorder. Tu es maman aussi, je le dis, parce que c'est encore plus d'organisation. Euh, c'est quoi tes premiers pas directement en compétition? Alors mes premiers pas en compétition, c'était, il y a un petit moment déjà maintenant. J'ai commencé, il me semble, en 2017 ou 2018 et c'était en couple. À l'époque, je dansais avec, Anthony. Donc on a fait plusieurs, petites compétitions à l'échelle nationale au début. C'était vraiment tout ce qui était les compétitions privées, donc Bachata Open, Bachata Stars. Il me semble que c'est tout ce qu'on a fait. Ah, on a fait l'European Cup aussi. Voilà, et donc c'était que du couple. Donc on a fait, les prestations show et les prestations improvisation aussi. On s'était pas mal, spécialisé dans tout ce qui était impro parce que c'était quelque chose qui nous plaisait. C'est très challengeant, c'est un petit truc en plus quand tu montes sur scène, et voilà. Donc on faisait tout ça, à 2 jusqu'en 2019. Voilà, puis après, fin 2019, et puis après, il y a eu la 2020, pandémie. Donc, on Merci a de ne pas arrêté. dire le mot pour pas que je me fasse traquer par YouTube. Voilà. Parenthèse, est arrivé deuxième au championnat Ouais. World Latin Dance Cup en improvis, donc vice-champion du monde en impro, en tout cas au World Latin Dance Cup bachata professionnel. Comment s'est faite cette préparation là? Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, la FFDSVK existait déjà. Vous n'avez peut-être pas l'organisation qu'on a actuellement. Comment on vous prend l'idée? Comment vous êtes préparé? Qui vous a coaché? Qui vous a fait la chorégraphie? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur les coulisses de de ce mondial-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, bah, écoute, en termes de préparation, Anthony et moi, on travaillait beaucoup, seuls. Mais par contre, on était très réguliers, on avait une bonne discipline. Enfin, on travaillait, franchement au moins 5 jours par semaine et plusieurs heures par jour. Après, ben, la préparation, elle est différente si tu prépares un show ou une improvisation. Tout ce qui est chorégraphie, tout ça, bah, ça c'est pareil, on avait tout chorégraphié seul. Donc après, on était 2 cerveaux, mais on avait fait seul à l'époque. Et puis tout ce qui était improvisation, c'était pareil, c'était que du travail. Donc on se mettait des musiques à l'entraînement. Et après, on avait forcément nos passes, on savait exactement quelle passe on allait faire. On avait travaillé la connexion, ce qui est très importante avec le danseur en impro. Et on s'entraînait comme ça sur les musiques, à essayer de refaire nos passes, sur les bons moments, la bonne musique, les temps forts, voilà. On faisait beaucoup de sport aussi à l'époque. À l'époque, moi, j'en fais toujours un peu, mais j'en fais moins maintenant qu'avant. Mon rythme est un peu plus soutenu comme je suis maman. Et après, c'est vrai que sinon, tu fais attention aussi à ton hygiène de vie, à ton sommeil, à ton alimentation, voilà. Et après, comment c'est venu pour qu'on aille au championnat du monde? Ben, tout simplement, on avait fait l'European Cup qui était qualificatif pour la World Latin Dance Cup quand tu étais 1er. Et puis comme on a fini 1er à l'European Cup, on a pu aller à la World Latin Dance Cup. Vos frais étaient pris en charge? Non, pas à l'époque. Parlons du nerf de la guerre. C'est quoi le Oui. budget pour aller au World Latin Dance Cup?
Et exactement, je pourrais plus te dire ce qu'on avait payé, mais en fait, il y a déjà un billet d'avion pour aller en Colombie, 2 billets d'avion du coup. Il y a l'hôtel parce que c'est une compétition qui dure plusieurs jours, donc bah, tu restes plusieurs jours sur place. Puis après, ben, tous les frais aussi, ben, pour toi, pour ta prestation, donc ton costume, les chaussures, enfin tout ce qu'on peut penser quoi, le maquillage, les accessoires, voilà. Donc en tout cas pour les billets d'avion, tu en as déjà pour plus de 1 000 € pour y aller. Et en gros, grosso modo, si tu te sens confortable d'en parler, tu penses que c'est combien de budget pour que les athlètes françaises se préparent aux futures compétitions internationales? C'est pour ça que je pose la question. Bah, écoute, voilà, le billet d'avion, on va dire que c'était 1 000, un peu plus de 1 000 par personne. Après, tu as la semaine, à l'hôtel où ouais, tu en as aussi bien pour, 500-600 €. Et puis après les costumes, je pense que ça dépend un petit peu des couturières. Il y a plein de petits tips maintenant, mais je pense on avait fait faire en Espagne, on en avait eu pour 300 € par costume à peu près. Ok, trop bien. Ouais, ça va, c'est raisonnable, on va dire. Et puis voilà, après, il faut penser aussi, si tu es pas en all inclusive, ben, il y a aussi tout pour te restaurer sur place. Après, c'était pas très cher, il me semble, mais voilà, il faut te restaurer. Il y a aussi, les inscriptions qui bon, du coup, nous, on était qualifiés, mais il faut penser à ça si on n'est pas qualifié d'office, que tu dois payer aussi pour, participer à la compétition. Donc voilà, ça fait pas mal d'argent. C'est un investissement. Et pour la préparation en elle-même, tu as dit que c'est pas la même chose de préparer alors ce qu'on appelle dans le jargon un showcase, donc une chorégraphie faite, qu'un freestyle. En quoi c'est différent et comment vous êtes préparé du coup pour les deux? Eh beh, écoute, en termes de préparation de travail, c'est quasi la même chose. Simplement, en fait, le travail est différent. Quand tu travailles une chorégraphie, tu as un travail au début de création qui est énorme, mais après, c'est simplement de la répétition, du peaufinage, voilà, c'est une réflexion qui est différente. Quand tu travailles, de l'improvisation, en fait, tu travailles vraiment la connexion avec ton danseur, tu travailles des passes précises, mais tu sais pas exactement à quel moment tu vas les faire dans la musique. Là, c'était vraiment, en fait, Anthony qui était le maître de tout ça. On n'avait pas de choré préparé pour l'improvisation. On avait des passes sur lesquelles on travaillait et c'était lui qui décidait à quel moment il les faisait, pendant la prestation. Donc, c'est vraiment un travail de connexion, d'écoute de son partenaire. Et c'est très différent d'une choré où finalement, sur une choré, s'il y en a un qui se trompe, si l'autre est dedans, il peut vite rattraper le truc, quoi. Hmm. Donc voilà. Mais en termes de travail, c'est la même masse de travail, hein, Ok. pour l'impro. Et pour le coup, combien d'heures à peu près vous vous entraîniez avant le jour de la compétition par semaine? Comment est-ce que vous êtes entraîné en arrivant en Colombie? Alors, écoute, comme je t'ai dit, on travaillait beaucoup. Souvent, on travaillait le matin, avant d'aller au travail. Et puis, je dirais au moins 2 heures, 2 heures par 5 fois par semaine, donc ça fait 10 heures déjà par semaine où on s'entraînait, en salle parce qu'après on pouvait s'entraîner aussi, à l'extérieur, mais où on avait des bonnes conditions de travail avec miroir, parquet, tout ça, c'est quand même mieux pour travailler. Et après une fois sur place, en fait, on était, à fond dans le spectacle et on a travaillé, mais je pense qu'on aurait pu travailler plus, tu vois? En tout cas pour, l'impro, on y est allé, on avait notre travail qu'on avait établi, chez nous, mais on y est allé, on est monté sur scène sans vraiment refaire, genre une musique, où on se dit: «Allez, on improvise à 100 voilà, on est monté sur scène comme ça et ça s'est bien passé. Et niveau ressenti? Alors, quand c'est la première fois que tu montes sur une scène internationale comme ça, c'est vraiment, c'est un sentiment de fou, quoi. Enfin, c'est l'accomplissement d'un travail, bah, de longue durée finalement, ça fait plusieurs mois ou plusieurs années. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc forcément, c'est très angoissant, surtout qu'en face de toi, tu as des jurys, que tu admires, enfin vraiment et puis, d'un autre côté, quand tu sors de scène, tu te dis: «Mais
J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus long. Hmm. C'est tellement rapide. Et c'est vraiment une satisfaction, en fait, peu importe le résultat, de pouvoir monter sur une scène comme ça, c'est franchement l'objectif de tout compétiteur, je pense. Est-ce que tu te rappelles qui était dans ton panel de jury? Alors, il y en a une qui m'a marquée parce que vraiment je l'adore, c'était Karel Flores. Hmm. Il y avait en bachata, il y avait Sami El Marico. Après, c'était beaucoup salsero, je me souviens pas de tout le monde. Ouais, non, c'est les 2 qui m'ont marquée. Je crois qu'ils étaient 4 ou 5. Ok, ok. Est-ce que vous avez une petite routine ou des petits gestes superstitieux? Bah toi, je vais pas Anthony n'est pas là, mais avant de rentrer sur scène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la préparation? Admettons que tu aurais une élève qui fait de la compétition. Comment est-ce que tu la prépares 1 à 2 heures avant son passage? Alors, je pense que chacun a une préparation différente, c'est propre à chacun. Il y a des gens, qui ont besoin de vraiment se mettre dans leur bulle et voilà, de réfléchir à leur choré, d'avoir leur musique, de ne pas écouter les autres, de ne pas entendre les autres, enfin vraiment de s'isoler presque. Et il y en a d'autres qui ont besoin du contact, qui ont besoin de parler de leurs émotions à ce moment-là, qui ont besoin voilà, d'extérioriser. Donc déjà, ça dépend de la personne qui est en face de moi. Mais sinon, ben, déjà, un bon échauffement, se mettre en condition. Voilà, je monte sur scène. euh, Ne pas trop se mettre la pression. L'objectif, franchement, ben moi, c'est ce que je me dis en tout cas personnellement à chaque fois que je monte sur scène, c'est prendre plaisir et zéro regret quand tu sors, quoi. De toute façon, Hmm. c'est- ta prestation, elle est propre à toi-même et tout le reste autour, c'est tellement subjectif que en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être en compétition avec soi-même. Donc voilà, faire une bonne préparation, un bon échauffement, se mettre dans sa bulle en fonction de la personne qu'on est et zéro regret quand on monte sur scène. Par contre, j'ai pas de petits trucs un petit peu fétiches que je fais avant de monter sur scène. J'ai pas, j'ai pas ça. Si maintenant que j'ai ma fille, je pense très fort à elle avant de monter sur scène et je me dis, allez, pour toi et pour qu'elle soit fière de toi. Tu me donnes le bon filon pour faire un peu le rebond sur tout ce qui est préparation mentale ou si c'est pas préparation mentale, état d'esprit compétitif Ouais. ou de l'athlète SVK. J'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que tu gères, parce que comme tout athlète, tu dois vivre des déceptions, ça fait partie du parcours. Comment est-ce que tu gères? Comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu contactes quelqu'un, ton partenaire, un proche qui n'a rien à voir dans la danse? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Ouais, bien sûr, sans souci. Alors, moi, je suis pas un très bon exemple parce que je mets du temps à me remettre d'une déception. Mais je pense que de nouveau, c'est propre à chacun. Après, c'est ma personnalité qui fait que je suis très perfectionniste et je travaille beaucoup. Alors quand tu fais face à un échec, forcément derrière, tu remets un peu tout en question. Mais c'est ma personnalité. Après, je redescends et et ça va mieux. Mais effectivement, moi, j'ai la chance actuellement d'être bien entourée. Je pense que c'est hyper important, quand on subit une déception, d'avoir des personnes derrière qui sont là pour nous remonter un petit peu le moral et pour nous rebooster, pour qu'on reparte au travail finalement. Parce que c'est les déceptions, la compétition, ça fait partie, du jeu en fait, la déception et il faut savoir la gérer et en fait, je trouve que ça fait partie du process en tant que danseur, de compétiteur, de d'avoir des échecs et en fait d'en tirer des leçons pour, être meilleur la fois d'après. Et moi maintenant, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je l'avais prévu, même si j'essaie de partir du principe que je prévois rien. Je monte sur scène et je me fais plaisir. Mais, voilà, si j'ai une déception, ben, j'en tire des leçons, et puis je travaille pour que la prochaine fois, ça n'arrive plus. Quand tu dis que ton entourage proche te soutient, tu parles de qui exactement? Est-ce que c'est plus la famille, des amis, un entraîneur? Ben, j'ai la chance d'avoir mon chéri qui me soutient beaucoup. Après, il est sportif de haut niveau aussi, donc il a l'habitude de ça. Il fait J'ai ma quoi? famille, Si je peux dire. il est Ok, handballeur professionnel, voilà, à ok, Chambéry. ok. J'ai ma famille aussi qui m'encourage, à sa façon, hein. Ils sont moins présents, mais ils m'encouragent dans mes décisions de faire de la compétition.
mes amis aussi. Enfin, et après, c'est vrai que maintenant, j'ai intégré aussi la Shine Academy avec la troupe des Queens. Et ça me donne un élan de motivation parce que j'ai l'impression que je danse aussi pour toutes les filles avec qui je danse en troupe. Et c'est vrai que c'est hyper motivant pour moi de monter sur scène et de me dire: «Allez, pour elle aussi, on y va, on s'éclate et on fait le show, quoi». Mhm. Et niveau gestion du stress, est-ce que tu stresses avant d'aller sur scène? Comment tu gères ça? Ouais, alors moi, de base, je suis quelqu'un de très angoissé. Oui, comme tu me disais. Ouais, donc évidemment que je stresse avant de monter sur scène. Après, j'ai l'impression qu'avec le temps, peut-être une question d'habitude ou je sais pas, mais c'est de moins en moins oppressant et ça me freine de moins en moins. Au début, quand j'ai commencé mes débuts sur scène, c'était vraiment un stress, enfin, qui était, mauvais parce qu'en fait, ça me stressait tellement que ça m'arrivait d'avoir des blackouts, enfin, c'était pas constructif. Et maintenant, c'est plus une adrénaline, alors c'est pas hyper agréable sur le coup, mais c'est vraiment juste avant de monter sur scène, il y a un petit coup de stress et j'arrive beaucoup mieux à le gérer et enfin, jusqu'ici maintenant, il me bloque plus, sur mes prestations sur scène. Ok. Comment tu as appris à le gérer en vivant l'expérience ou... Je pense qu'il y a un peu d'expérience. Après, moi, de moi-même, j'ai fait un travail perso. Enfin, j'ai été voir une psy, donc rien à voir avec le sport de base, mais parce que j'avais besoin de travailler sur des points de personnalité qu'il fallait que je bosse. Mhm. Et il y avait toute la confiance en moi, etc. Et le fait de travailler juste un petit peu comme ça en amont, personnellement, ça m'a permis aussi pour la danse, d'évoluer et de gérer mon stress un petit peu mieux. Mais comme je le dis, enfin, moi, de base, je suis une personne anxieuse et je pense que j'aurai toujours ce stress-là. Et je pense que ça fait partie du truc et que ça te permet de mettre un petit coup de pied aux fesses avant de monter sur scène. Ok. Ta reconversion, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas au niveau compétitif, entre vous ressortez comme on l'a dit chronologiquement, du World Latin Dance Cup, qu'est-ce qui fait qu'on vous a pas revu sur les pistes de compétition? Par contre, on te revoit 2 ans après et dans la troupe professionnelle, comme tu disais, avec Martiane, dont l'interview est déjà sortie à l'heure où on parle, Ah, d'accord. à l'heure à laquelle vous voyez cette interview, mais aussi donc dans 2 solos et surprenamment en salsa. Comment s'est faite cette reconversion? Pourquoi ce choix et pourquoi avoir fait peut-être une pause ou un arrêt de carrière en couple? Alors, ben, en fait, après la World Latin Dance Cup, Anthony et moi, on a décidé d'arrêter de danser ensemble. Et puis après, il y a eu toute cette période où l'arrêt de la danse, etc. Et puis, il y a eu ma grossesse. Ah, Donc, en fait, j'ai eu toute une période, un peu creuse parce que, ben, finalement, on dansait plus. Après, bah, j'ai eu la grossesse, je suis devenue maman et il faut le temps aussi de récupérer, physiquement. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête parce que bon, finalement, moi, je finis en couple sur la World Latin Dance Cup, des étoiles plein les yeux, et puis, toujours aussi passionnée, quoi, finalement. Donc, j'avais toujours un peu dans un coin de ma tête que j'avais envie de reprendre. Et je me suis dit: «Bon, pourquoi pas reprendre en solo? C'est une option, je suis seule pour l'instant, voilà. Pourquoi pas remonter sur scène?» J'avais vraiment envie de me challenger et j'avais envie de remonter sur scène parce que c'est des émotions, comme on dit, on qui retrouve sont pas ailleurs. ouais, qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait. Donc, j'avais repris la danse sociale. C'est vrai que moi, de base, je suis une danseuse de social, j'adore ça, enfin, c'est pour ça que je danse. Mais j'ai un peu, ce background de compétitrice qui était là et qui, tu sais, la petite voix qui est là genre: «Ouais, tu veux pas remonter sur scène?» Et donc je me suis dit: «Allez, je me relance en solo». Donc bachata, c'était une évidence. Mais la salsa, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Enfin, je danse régulièrement la salsa, mais c'est vrai que c'était pas au même niveau. Et surtout, je me suis rendu compte que toutes mes plus grandes inspirations, toutes les danseuses vraiment qui m'inspirent beaucoup, sont des danseuses de salsa, en fait. Hmm. Comme Et qui? alors, ben, il y en a plusieurs, et celles qu'on voit actuellement beaucoup, il y a Yaisa Melero, il y a Johanna Palua, il y a Xiomara Rivas. Enfin, en fait, c'est tous des filles que je suis, et Karel Flores, ou alors des bachateras qui pourraient très bien faire les 2 finalement, style Alba.
Enfin, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, pourquoi pas, tant que tu te relances dans la compétition, pourquoi pas essayer en salsa? Mais alors vraiment, là, dans le but, je me suis dit, c'est vraiment pour me challenger. Enfin, j'attends rien du tout en salsa finalement. C'était vraiment me dire, allez, je vais tester un peu ma créativité dans un autre domaine que la bachata. Euh, et puis voilà, je vais me faire plaisir, je vais danser la salsa. Moi, j'adore ça. Et puis voilà, un peu sur un coup de tête, je me suis dit: «Allez, lance-toi, mets-toi en salsa». Si je me trompe pas, du coup, première performance à ton régional. Ouais, Ok, donc en 2023 à l'heure à laquelle on parle. exactement. Ok, donc tu avais Là, zéro attente et finalement tu es qualifié bah, pour le incroyable. championnat de France. Improbable. Félicitations. Merci, j'adore. Bachata, je tiens à préciser, bachata et salsa. Si je me Ouais, trompe pas, donc deuxième en salsa et troisième en bachata. exactement. Ok, bravo. C'est gentil. Est-ce que tu serais confortable à ce qu'on parle un petit peu de ta décision de rentrer dans la dans la troupe? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu avais des a priori? Comment se passe un peu ton expérience pour les Queens, qui est aussi qualifiée pour le championnat de France Oui. 2023? Ouais, ben, écoute, pour l'instant, c'est vraiment une expérience, à part. Enfin, c'est super positif pour moi, parce que de danser en troupe, c'est encore une énergie, différente, enfin franchement, c'est monter sur scène avec plusieurs filles comme ça, avec le même objectif, la même énergie, la même envie, c'est trop boostant. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Après, bah, écoute, moi, j'avais de base, c'est Yannick qui m'a contactée Ok. et puis, du coup, enfin, voilà, ça s'est fait comme ça. Il m'a contactée. Il y avait des filles qui partaient de leur première édition. Ils avaient besoin de nouvelles danseuses et bon, écoute, je suis pas très loin de Lyon. Donc, je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ça me fera vraiment une expérience enrichissante et donc je me suis lancée dans l'aventure. Ok. Vous vous entraînez combien de fois par semaine? Martin a déjà répondu, mais C'est, en général une fois par semaine, et puis environ 3 heures. ok. Ouais. C'est quel jour? Est-ce que tu sais, tu peux Ouais, dire alors quel c'est jour? super bien fait. Enfin, honnêtement, ils ont pensé à tout et en général, on s'entraîne le dimanche en fin d'après-midi. Comme ça, on a quand même, un week-end pour ceux qui ont des bookings ou des choses comme ça, c'est super arrangeant. Mhm. Ok, parfait. Comment est-ce que tu gères la compétition et si tu ne te sens pas confortable à répondre pour toi, si tu avais un athlète, un poussin, un poulain qui a fait ses premiers pas en compétition et qui se retrouve justement sur la piste, en tout cas, à entre guillemets, des rivaux, comment est-ce que tu gères ça? Bah, après, j'ai envie de dire, c'est la compétition. On danse face à d'autres danseurs. Et comme je dis toujours, moi, je trouve qu'en compétition, il y a toujours des ovnis. Enfin, on les connaît même avant la compétition. On sait qu'ils seront là et que quoi qu'on fasse, ça va être très compliqué de danser face à eux et très impressionnant. Donc voilà, je pense que quand on commence la compétition, si j'avais quelqu'un qui commence la compétition et que je devrais le conseiller, je lui dirais, ben, ça fait partie du truc. En face de toi, surtout maintenant, je trouve que les niveaux, il a vraiment augmenté. Enfin, c'est incroyable. Donc, ça fait partie du truc. Il y a d'autres danseuses en face de toi qui ont travaillé et qui sont très talentueuses. Donc maintenant, voilà, il faut se faire plaisir et chaque chose en son temps. Je pense que à chaque fois qu'on monte sur scène, il y a des leçons à prendre et à chaque fois que qu'on fait une nouvelle scène, en fait, on progresse ou pas. Il y a des flops, hein, de temps en temps et puis ça arrive à tout le monde. Mais je pense qu'il faut prendre ça comme ça, genre chaque scène, c'est une leçon et à chaque fois, j'essaye d'augmenter mon niveau perso parce que si tu te compares trop aux autres, je pense que tu vas nulle part, en fait. Le but, c'est de progresser soi-même et après, il y aura des résultats qui viendront derrière. Mais d'abord, penser à soi, à ta prestation, à l'évolution que tu peux apporter à ta chorégraphie, à ta technique, à ta musicalité et après les résultats arrivent, logiquement pour moi. Il y a un autre côté aussi où je ne sais pas vraiment ce que tu en penses, mais par exemple, j'avais la conversation avec une des filles de la troupe de salsa
qui est aussi qualifiée depuis la Coupe de Lyon. Et il y avait un côté où ils n'ont pas de compétition en salsa, en groupe. Et c'est une tristesse. Donc, il y a un côté, en tout cas cette année, où je suis reconnaissante qu'il y ait énormément d'autres compétiteurs, parce que je vous jure, d'arriver dans une catégorie où vous êtes le seul, ou deux, ou trois, bon, déjà deux ou trois, c'est déjà mieux, il y a quelque chose, mais c'est d'une Ouais. tristesse. Je trouve qu'on s'inspire tellement des autres. Enfin, moi, je veux dire, plus le niveau est élevé, plus je me dis, bon, bah, il faut que je trouve des astuces pour moi aussi pouvoir évoluer. Et donc, d'avoir en face de moi des danseuses qui sont hyper talentueuses, pour moi, vraiment, c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant. Il y a rien de mieux pour que je puisse progresser. Absolument. Non, Ouais. c'est très vrai. Alors, il y a des vidéos sur la préparation mentale et comment aborder la compétition pour se propulser en tant que danseur et en Ouais. tant que couple, etc. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. C'est un peu un raccourci à la croissance, un peu un raccourci express à la croissance. Parfait. J'avais une autre question par rapport à ton alimentation. Tu disais que tu t'entraînais beaucoup à côté. Comment est-ce que tu complémentes un petit peu toute cette préparation physique avant une compétition? Bah, écoute, moi, l'alimentation de base, je suis déjà quelqu'un qui mange assez équilibré. Après, je pense que c'est parce que aussi je vis avec un sportif, donc ça facilite les choses. Voilà, après, je fais régulièrement, alors régulièrement, je m'entends, mais des petites cures de vitamines, des choses comme ça, quand je sens que je fais un petit peu un coup de moins bien. Je prends de la spiruline aussi pour tout ce qui est récupération pour les muscles. Mais ça aussi, quand je suis dans des périodes intensives, on va dire, où j'enchaîne, parce que là, c'est vrai qu'on a enchaîné finalement les compétitions entre les régionales, la Coupe de France à Lyon. Là, on enchaîne, on va à Turin. Donc, c'est des périodes qui sont très riches physiquement. On s'entraîne beaucoup, on fatigue au bout d'un moment, ce qui est normal. Donc voilà. Après, en termes d'alimentation, je mange très équilibré. J'essaye de m'hydrater au maximum tous les jours, c'est important. Bon, j'avoue, je ne suis pas le meilleur exemple à suivre, mais moi, maintenant, je me suis mis une petite application sur mon téléphone qui me rappelle que je dois boire. Du coup, ça m'aide pour bien m'hydrater la journée. Ah, c'est pas mal. Je vais garder l'idée. Ouais, avant, je faisais des rappels, des alarmes. Donc, parce que sinon. Ouais, mais moi, sinon, ouais, je Mhm. fais ma journée, puis après, je me dis, mais quand est-ce que j'ai bu la dernière fois? Et je ne bois pas assez. Donc Mhm. là, ça fait 2 ans, il me semble que c'était ma résolution pour 2020 ou 2021. Je m'étais dit, il faut vraiment Je que je m'hydrate prenne plus. soin et que je m'hydrate bien. Et du coup, je me suis mis cette petite application et ça marche bien parce qu'on reçoit des notifications. Ben, écoute, merci beaucoup pour ce conseil. C'est quoi le nom d'application? Sait-on jamais que ça aide un danseur X? Attends, je vais te dire ça. Je me souviens plus, désolée, du nom. Ça doit Pas être de un truc souci. Water, je sais plus quoi. Ouais, juste Water. Parfait. Donc, de télécharger Water si vous avez besoin d'aide pour vous hydrater. On arrive tranquillement à la fin. Alors, alors, mes dernières questions. Ouais. En quoi, selon toi, un compétiteur est un athlète sportif? Ben, en fait, c'est la compétition, c'est pas simplement de monter sur scène une fois 1 minute 50 pour les solos, par exemple. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc, comme on parlait là, il y a tout ce qui est préparation physique. Tu as aussi ben, tous tes entraînements sur tes chorés, voilà. Il y a l'alimentation, il y a la préparation mentale. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais je pense que ça fait partie intégrante d'une bonne préparation pour monter sur scène parce que c'est vrai que c'est pas évident de monter sur scène. Et en fait, il faut avoir le courage pour moi de pouvoir monter sur scène, surtout en solo, par exemple. Je trouve que c'est encore différent. Donc, il y a toute cette préparation physique, mentale, la discipline à avoir pour essayer d'évoluer et de progresser à chaque fois. Ok. Et comment est-ce que tu vois ou comment est-ce que la FFDSBK on pourrait améliorer le niveau,
le confort des compétiteurs? Qu'est-ce que tu vois qui reste à améliorer? Alors là, quelle question! Bah, écoute, je trouve que déjà depuis plusieurs années, là, ça commence vraiment à être une vraie compétition structurée. Et franchement, ça fait plaisir parce que pour le coup, enfin, c'est vraiment bien organisé et je trouve que le niveau d'année en année augmente, et c'est juste incroyable et c'est super en fait le niveau qu'on a en France maintenant. C'est une fierté pour nous les danseurs ici en France. Après ce qu'on pourrait améliorer, je sais pas trop. J'ai aucune idée. Je suis désolée. Est-ce que c'est parce que je t'ai dit que je faisais pas de coupe? Je fais pas de cut. Non, non, mais vraiment, je trouve que par rapport à tu vois, quand à l'époque où j'ai commencé la compétition, il y avait vraiment plein de compétitions privées et cetera et puis tu avais plusieurs champions de France, plusieurs, enfin, tu vois, c'était encore différent. Maintenant, tu as une vraie compétition française, heu, avec un niveau, vraiment incroyable, très bien structuré, organisé. Alors certainement qu'ils vont encore, faire évoluer, certaines choses, dans l'avenir, mais je trouve que par rapport déjà à plusieurs années, enfin plusieurs années, je me comprends, mais avant pandémie, ben, ça a super évolué. Enfin, c'est vraiment un truc de fou maintenant, hein, cette Mhm. compétition. Écoute, parfait. Alors, on va terminer parce que je pense quand même à toujours mes tout débutants, ceux qui ont jamais pris de cours de danse et qui se disent, oh là là, mais avant de prendre de la compétition, si on pouvait juste me donner des petits conseils pour déjà commencer Oui, c'est les ça. soirées SBK, ça serait quoi en tant que professeur SBK, tes 3 meilleurs conseils pour un tout débutant qui veut vite s'améliorer pour danser aux soirées? Alors, pour moi, la base, c'est, ne pas, aller trop vite. Quand on commence, c'est important de prendre des cours dans un premier temps. Voilà, d'évoluer par rapport à son niveau, c'est bien de prendre des cours débutants, d'avoir les bases, d'avoir des bases solides, c'est très important. Pas aller trop vite sur cette étape-là parce que c'est vrai qu'en général, on se dit, «Bah, c'est bon, j'ai la base, pouf, je vais en intermédiaire». Mais sauf qu'il faut avoir des bases solides. C'est le plus important même pour la danse sociale, que ce soit en compétition ou en danse sociale, des bases solides, c'est la base, en fait. Mhm. Et après, ben, je pense que, bon, ça n'a rien à voir avec la compétition, mais aller se challenger en soirée, danser avec tout le monde, peu importe le niveau, que ce soit une danseuse, débutante ou un danseur débutant ou à une danseuse ou danseur très confirmé. La danse sociale, on s'adapte de toute façon, donc tout le monde peut danser avec tout le monde et puis, prendre plaisir. Voilà, se passionner, prendre plaisir, juste, la danse de base, c'est pour «kiffer» entre guillemets et donc c'est le plus important, de prendre plaisir, d'avoir son moment, de s'évader et de partager avec les autres. Parfait, merci beaucoup Anaïs. Encore une fois, on la retrouvera très rapidement donc sur les pistes de compétition. Toutes ces informations sont dans le lien en bio. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, évidemment, à commenter qui est-ce que vous aimeriez voir. Et puis moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo mío, oye, ochunte